La biotechnologie, en tout cas, est une alternative pour développer des variétés, en tout cas, qui soient résistantes. Un produit sans danger pour l'utilisation humaine, animale ou pour même l'environnement. Le développement des biotechnologies concerne des secteurs aussi différents que la santé humaine et animale, l'agriculture et l'environnement. Dans les pays en voie de développement où les besoins alimentaires sont en croissance rapide, les défis à relever dans le secteur de l'agriculture sont énormes. L'augmentation de la population, diminution des terres cultivables, les problèmes abiotiques et biotiques. Alors, comment assurer dans ces pays la sécurité alimentaire et humaine tout en préservant l'environnement productif et l'avenir des générations futures? Les biotechnologies constituent-elles une réponse pertinente en termes d'augmentation de la productivité agricole et d'une croissance agricole durable? La biotechnologie moderne s'est définie selon la loi 064 du 20 décembre 2012 comme l'application des techniques de recombinaison de l'acide nucléique et de fusion cellulaire in vitro qui franchissent les barrières physiologiques naturelles de la reproduction ou de la recombinaison, autrement que par la reproduction et la sélection naturelle. Elles sont des outils permettant aux chercheurs de développer de nouvelles variétés adaptées, répondant aux besoins non seulement des producteurs, mais aussi des consommateurs. À travers ces outils sont mis au point les OGM, organismes génétiquement modifiés. L'OGM est un produit de la biotechnologie moderne. Et c'est tout produit dont une partie de son patrimoine génétique a été modifié, soit en emportant un gène étranger ou en organisant in situ son patrimoine initial. C'est des explications un peu complexes, mais ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre un gène dans une bactérie qui est utile et on vient mettre sur la plante pour que le gène-là, son produit qui sera une protéine fonctionnelle ou une protéine constitutive seule, permette de rendre service à la plante. Il est aussi possible de modifier génétiquement un organisme sans un apport extérieur de gènes. Cette méthode, appelée édition génomique, utilise une endonucléase ou ciseau nucléaire qui coupe l'ADN à l'endroit souhaité et une fois la séquence coupée, des nucléotides peuvent être retirés, insérés ou remplacés pour modifier la séquence du gène et insérer le caractère désiré. L'édition génomique, c'est quoi? C'est modifier en fait une ou plusieurs parties du gène pour introduire un caractère nouveau à l'organisme. Et ce caractère, lorsque il est créé, il est transmis à la descendance. Donc, l'édition est stable et elle est précise parce que l'édition permet d'aller modifier les gènes qu'on veut à l'endroit que nous voulons pour créer en fait le caractère nouveau désiré. L'ANB, l'Agence nationale de biosécurité, est l'autorité nationale compétente en matière de la régulation de biotechnologies modernes. Les demandes sont déposées auprès de l'agence et qui, après des expertises approfondies, décide d'autoriser ou pas les essais, les expérimentations et la mise sur le marché des OGM ou les organismes génétiquement modifiés. Les autorisations qui sont en cours au Burkina Faso sont les expérimentations sur le niébé BT, les expérimentations sur les moustiques génétiquement modifiés en laboratoire et les expérimentations sur le riz édité en serre.
Pour le moment, au Burkina Faso, il n'y a pas d'OGM autorisé dans l'environnement, selon l'ANB. Le coton est modifié avec un gène de Bacillus thuringiensis, d'où l'appellation BT. Le coton BT a été introduit au Burkina Faso en 2008 après plusieurs années de recherche. La nouvelle variété devait combiner les qualités traditionnelles des cotonniers d'Afrique de l'Ouest et une résistance aux insectes ravageurs. Les gens sont partis de 6 litres recommandés à plus de 15 litres quelquefois. Même malgré ça, les ravageurs persistent. Donc, en 2003, le Burkina a commencé l'expérimentation avec le coton génétiquement modifié, qui est le coton BT. Et avec le coton BT, les traitements ont diminué de 6 litres à 2 litres seulement à l'hectare, ce qui était un très bon gain. Donc, on a utilisé le coton américain qui était BT, génétiquement modifié. On l'a croisé avec le coton burkinabé, qui produit beaucoup et qui a de longues fibres. Et normalement, on devait faire des back-cross pour éliminer le fond génétique du donneur de gènes. Là. Mais déjà à back-cross 2, comme les gens étaient déjà contents des résultats, il restait 12,5% du fond génétique du donneur. Si vous ne surveillez pas ça, au bout de 5-6 générations, le fond génétique du donneur peut prendre le dessus sur le fond génétique que vous voudriez conserver au départ. Ça a été le cas pour le Burkina, de sorte que dans les années 2012-2013, les fibres courtes, qui sont les caractéristiques du donneur de gènes, ont commencé à être beaucoup plus abondantes. La situation s'est inversée, donc nos fibres longues ont diminué. Donc ça, c'était le cas où on a expérimenté le coton BT, qui est un OGM, aussi bien dans l'expérimentation en laboratoire jusqu'à l'autorisation pour la culture à grande échelle et la commercialisation. Ça a été un succès. Mais après, on a dû stopper pour des raisons de fibres longues, fibres courtes. Ça, c'est beaucoup plus technique. Mais de toute façon, c'était réparable. La chenille légionnaire cause d'importants dégâts aux cultures de maïs en attaquant toutes les parties aériennes de la plante, les tiges, les feuilles, les fleurs et les épis. La bactérie Bacillus thuringiensis produit des toxines actives contre la chenille légionnaire. Les gènes impliqués dans la synthèse de ces toxines peuvent également être extraits et intégrés dans le génome de diverses plantes comme le maïs. Cela permet au maïs de produire son propre insecticide naturellement et de devenir résistant face aux chenilles légionnaires. Il n'est donc plus nécessaire de le pulvériser. Le Burkina a bénéficié donc du maïs génétiquement modifié BT, puisque c'est ça qui est utilisé dans beaucoup de pays contre la chenille légionnaire. Vous savez, le maïs est maintenant dans certaines régions une plante qu'il faut surveiller. Dès qu'il y a la chenille, il faut traiter. Mais c'est beaucoup plus dangereux parce que si vous traitez le maïs, avec quel pesticide vous traitez, les conséquences vont être immédiates et énormes. C'est désastreux parce que le maïs est un aliment de base pour le Burkinabé. L'idéal serait d'avoir du maïs BT, où on connaît au moins la molécule qui contrôle le ravageur, on le connaît très bien, en lieu et place de beaucoup de pesticides que nous n'allons pas pouvoir contrôler. Malheureusement, lorsqu'on a retiré le coton BT, comme c'était avec Monsanto, ces expérimentations ont été stoppées net. Le niébé est l'une des spéculations les plus cultivées au Burkina Faso. De l'avis de certains chercheurs, la culture du niébé au Burkina Faso est menacée principalement par un insecte, Maruca vitrata. Maruca vitrata peut occasionner 20 à 80% de perte de rendement. Pour venir à bout de cet insecte, plusieurs méthodes de lutte ont été envisagées. La lutte biologique, la lutte chimique et l'utilisation de variétés de niébé résistantes. Toutes ces méthodes de lutte ont montré leurs limites face à ce ravageur. L'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, INERA, a engagé des travaux d'expérimentation depuis 2009 pour déterminer l'efficacité des lignées transgéniques de niébé à contrôler l'insecte ravageur et la seule alternative proposée à ce jour est le niébé BT, une variété résistante à la foreuse de gousse déjà vulgarisée dans certains pays africains comme le Ghana et le Nigeria.
Cependant, au Burkina Faso, des tests sont toujours en cours pour une meilleure connaissance d'un certain nombre de paramètres biologiques sous la vigilance de l'ANB avant la mise à disposition de ce niébé auprès des consommateurs. Nous pouvons donner le choix à un producteur d'utiliser le niébé BT en lieu et place du niébé conventionnel où il est obligé de traiter. Mais ça, c'est encore en expérimentation au niveau des laboratoires au Burkina, sous la supervision de l'Agence nationale de biosécurité. Mais ce projet était régional, donc il y avait le Nigeria et le Ghana qui étaient impliqués. Et à ce jour, le Nigeria, qui s'est basé sur les résultats du Burkina, a décidé d'aller beaucoup plus vite. Donc eux, ils ont résolu leur problème de pesticides sur le niébé. Donc au Nigeria actuellement, ils ont déjà vulgarisé la variété génétiquement modifiée qui est dans le champ des producteurs. Mais pour le Burkina, l'agence exige encore des tests supplémentaires. Au-delà de ça, récemment, il y a un chercheur, c'est Dr Woni, qui travaille sur la station de Farakoba. Il travaille sur une maladie bactérienne du riz, qui était devenue un gros problème au niveau de Bagré. Cette maladie appelée bactériose vasculaire du riz est causée par une bactérie phytopathogène appelée Xanthomonas oryza. Elle a été découverte au Japon dans les années 1884 suite à la Révolution verte. Elle s'est ensuite répandue en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Sud. Au Burkina Faso, la maladie est présente sur les sites de Bagré, de Moctédo et de Di. Elle a été découverte suite à l'introduction d'une variété chinoise, la TCS10. C'est une variété très productive et très appréciée par les producteurs. Suite à l'introduction de cette maladie, il y a eu des épidémies successivement en 1998 et en 2004. Afin de proposer de nouvelles stratégies de lutte contre la bactériose vasculaire du riz, une équipe de recherche basée à l'ouest du Burkina Faso, précisément à Farakoba, au sein de l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole, INERA, travaille sur les gènes impliqués dans la sensibilité du riz à la maladie. La bactérie en fait pénètre dans le vaisseau des xylèmes de la plante où elles vont se multiplier, coloniser le vaisseau et empêcher en fait la circulation de la sève et de l'eau. Donc du coup, la plante n'est pas alimentée en eau et en nutriments et cela entraîne en fait le flétrissement de la plante. Raison pour laquelle on l'appelle flétrissement de la plante. Mais la maladie se développe également sur les feuilles et les symptômes sont caractérisés par des bandes jaunâtres à blanchâtres sur en fait, les bordures du lemme et également au niveau de la nervure centrale. Et ces lésions sont opaques. Voilà. Le problème dans les diagnostics en fait, des symptômes est souvent dû à la confusion qu'on peut faire entre les symptômes dus à la bactériose vasculaire et des jaunissements qui peuvent être d'ordre physiologique ou dus à des carences en fait, en nutriments. Donc, lorsque l'infection arrive de façon précoce, c'est-à-dire au stade pépinière, au stade début talage, on peut assister à un flétrissement complet des plants. Donc, du coup, on ne peut rien récolter dans ces conditions. Mais lorsque l'infection arrive de façon tardive, ça se limite généralement à des infections foliaires qui impactent naturellement en fait, le rendement. Et on a compris que cette maladie prolifère chez le riz grâce à un sucre qui est abondant. Donc, des technologies ont permis par édition génomique de réduire la production des facteurs qui permettent à la maladie d'habiter chez le riz. On modifie le gène qui est responsable de la production de glucose pour que la bactérie ne dispose pas de glucose pour se nourrir et se développer. Voilà. D'où la création de la résistance. Donc, ça veut dire qu'on transforme les gènes de sensibilité en gènes de résistance. Le riz qui a subi l'édition génomique est en expérimentation à Farakoba. Et donc, si ça marche très bien, ce riz on pourra transférer le gène qui a été édité là dans d'autres variétés pour les rendre tolérants et résistantes à la bactériose.
C'est vrai qu'il y a des mesures pour lutter contre la maladie, mais la résistance variétale reste le meilleur moyen de lutte contre n'importe quelle maladie. Les techniques biotechnologiques employées suscitent un débat sociétal empreint d'inquiétude et de rejet idéologique. Mais ces craintes sont-elles fondées? Les essais et les expérimentations sur le riz édité, de même que les autres OGM, se font sous la vigilance de l'ANB. Toute demande qui est soumise à l'agence doit être évaluée. L'évaluation des risques est faite par le Comité scientifique national de biosécurité. Dans ce comité, à l'issue de leurs travaux d'évaluation, ont jugé nécessaire que ces riz ne produit pas de protéines ou de substances qui sont différentes des riz conventionnels. Et de plus aussi, ces protéines ne sont pas toxiques pour l'homme ni pour les animaux et n'ont pas un impact sur l'environnement. Donc il faut rappeler que l'évaluation des risques consiste à voir est-ce que le gène peut avoir un impact négatif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement. Donc dans la conclusion qui a été tirée sur l'évaluation est que ces riz ne présentent pas ces dangers-là. Donc ce qui a permis à l'agence de donner l'autorisation sur la base des recommandations des travaux du comité scientifique. La biotechnologie ne s'applique pas qu'aux plantes. Pour lutter contre le paludisme, les chercheurs ont opté pour la modification génétique du moustique afin de diminuer la population femelle agent vecteur de la maladie. Pour le moustique, on peut faire la modification génétique pour que le moustique va produire plus de mâles que de femelles. Et ces mâles-là vont permettre une compétition avec des mâles qui sont reproducteurs. Les mâles ne piquent pas. Et ça va baisser la population de moustiques. Donc, du coup, réduire le palu. Et ça, c'est en expérimentation dans le cadre d'un projet qu'on appelle Target Malaria. Mais au phare, c'est les biotechnologies agricoles. Mais nous pouvons contribuer à sensibiliser les gens sur les bien fondés de ces technologies. Ces technologies offrent des possibilités considérables pour le monde en développement. En effet, elles augmentent le rendement agricole, facilitent le travail des producteurs et diminuent les quantités de pesticides qu'ils utilisent. Revenir aux cultures traditionnelles demandera aux producteurs un bon effort d'adaptation. Je pense que de nos jours, au vu de l'actualité avec les changements climatiques, avec toutes les contraintes de plus en plus difficiles à gérer avec la méthode conventionnelle, il est nécessaire et il est incontournable que nous devons aller vers les biotechnologies modernes, y compris les OGM et l'édition génomique. Parce que de toute façon, comme on dit, la science est universelle. Si nous n'y allons pas avec nos chercheurs, d'autres chercheurs iront et nous allons recevoir les produits chez nous. Pourquoi on doit y aller? Parce que quelquefois, les gens s'inquiètent de ce que c'est parce qu'ils ne savent pas réellement définir la technologie. Imaginez un coton qui est modifié génétiquement. C'est comme s'il est vacciné pour produire son propre insecticide. Son insecticide est une simple protéine cristalline qui a été produite pendant des années pour faire de l'insecticide bio. C'est beaucoup moins dangereux que de prendre des pesticides de synthèse. Et souvent, c'est des insecticides qu'on ne contrôle pas. Donc, si nous prenons le cas de la chenille légionnaire, imaginez que nous soyons contraints au traitement de cette chenille. Ça a été le cas dans d'autres pays. Dans la zone américaine qu'on appelle Corn Belt. Ils ont connu ça bien avant nous. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont eu ces problèmes qu'ils ont cherché les solutions et c'est passé par les insecticides. Mais comment nous pouvons contrôler nos 85% de producteurs qui ne sont pas souvent bien, qui ne sont pas là à l'école pour lire les dangers liés aux pesticides. D'abord, c'est un danger pour eux-mêmes, mais quand ils vont faire des utilisations erronées, c'est-à-dire des pesticides périmés, des pesticides moins chers, des pesticides non homologués, qui vont être accumulés dans les céréales, les gens vont manger et on va avoir des conséquences plus graves que si, par exemple, on encourage une technologie BT qui est connue. On connaît la protéine qui est dedans et on sait qu'avec ça, vous ne traitez pas. Et la chenille légionnaire est contrôlée. Donc vous voyez, c'est un choix. On doit donner une alternative à ceux qui veulent utiliser cette technologie.
Et d'ailleurs, pour le cas du niébé, il faut s'attendre à manger le niébé bété qui est au Ghana et au Nigeria. Parce que si ça ne tue pas les Nigérians, nous, on ne doit pas en avoir peur. Aux États-Unis, 96% du maïs est génétiquement modifié. Et ils utilisent ça directement dans leur alimentation ou dans l'alimentation du bétail. C'est un gène qui a été déplacé dans plusieurs plantes, dont on connaît les produits et qui a 22 ans d'expérience dans le monde. Les plantes OGM et celles issues de l'édition génomique suscitent la méfiance d'une partie de la population. Mais force est de reconnaître qu'aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement n'a pu être scientifiquement établi depuis le développement et l'autorisation de ces OGM à la culture en 1994. Au Burkina Faso, l'Agence nationale en charge de la réglementation des OGM veille au strict respect des conditions de biosécurité. L'agence donne toujours l'autorisation assortie des conditions de conditionnalité. Et l'agence se donne les moyens de vérifier effectivement. Donc, ce qui fait que nous avons les inspections. D'abord, il y a des inspections avant la mise en application des essais, qui consistent à vérifier les installations, si ces installations sont conformes au nombre de biosécurité que l'agence a exigé. Et au cours des expérimentations, l'agence passe pour vérifier toujours les essais et également voir si les mesures de biosécurité sont toujours respectées. Dans toutes ces inspections sont les inspections programmées en commun encore avec le notifiant qui est informé en avance. Néanmoins, l'agence se donne le droit de faire des inspections inopinées pour vérifier toujours si les règles biosécuritaires sont toujours respectées. Donc, je peux rassurer toute la population que tout produit génétiquement modifié qui a été autorisé par l'Agence nationale de biosécurité est sans danger pour l'homme, pour l'animal et pour l'environnement. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a rien sans danger. Voilà, donc quand on dit sans danger, ça veut dire que la modification ne sera pas à l'origine d'un risque pour les humains. Ça, c'est une garantie absolue. C'est que l'opinion publique doit savoir que l'agence œuvre toujours pour s'assurer que tout produit qui sera autorisé, ce produit ne puisse pas nuire à la santé humaine et animale, ni à l'environnement. Et ceux qui travaillent sur l'innocuité de ces produits-là n'ont pas pu prouver, n'ont pas pu montrer un lien avec des arguments scientifiques entre les produits de ce gène, qui est la protéine cristalline, et des maladies chez les hommes ou chez les animaux. Les outils de la biotechnologie constituent un atout pour la relance de la production agricole en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Ils facilitent la production durable d'aliments de grande qualité et en quantité suffisante. Pas de raison de craindre les OGM et les produits issus de l'édition génomique. L'utilisation de ces opportunités offertes par les chercheurs va permettre l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la conservation de l'environnement.